Et alors, maintenant que je vous ai fait la visite de l'avancée de la Tiny, où est-ce que nous on en est humainement, qu'est-ce qu'on projette, etc. Il faut savoir que c'est le deuxième hiver qui commence pour nous ici. Alors pour moi, parce qu'il faut savoir qu'Automne elle est partie. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux l'ont peut-être vu. Automne, ça fait longtemps qu'elle attendait de partir en bateau stop. Et ça s'est fait il y a un mois, je crois exactement. Elle est partie, elle a eu un appel un soir, on était dans la Tiny et il y a un mec qui partait le lendemain matin des Sables d'Olonne à 10 heures d'ici. Et donc, bon, je vous refais pas l'histoire, vous irez voir ça sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Mais en gros, je lui dis, bah, je t'emmène, quoi. T'as une super occasion, t'en rêves depuis toujours, on y va. Donc, 7 heures du soir, on charge le vieux van. Notre vieux van sans direction assistée, sans chauffage, à 50 km/h dans les montées sur l'autoroute. Et puis, on a roulé jusqu'à 8 heures du mat. Elle a pris son sac à dos, elle est passée vite fait chez elle. Et puis, on a roulé jusqu'à 8 heures du mat. On arrive au Sable d'Olonne et elle a embarqué sur un voilier jusqu'aux Canaries, où elle est actuellement en train de trekker en sac à dos. Donc, moi, depuis que je suis tout seul sur la Tiny, ça veut aussi dire que le open source, en tout cas les partages de tutos, de construction, vont prendre une dynamique très différente. De une, on était assez fatigué de le faire, très fatigué de le faire. C'est Automne qui monte tout, qui trie tout. C'est un travail énorme, on le disait sur les réseaux. Pour 15 minutes de montage, il faut 30 heures de travail. Juste de montage, pas de tri, pas d'envoi, pas de publication, juste de montage. 30 heures pour 15 minutes de vidéo. Et c'est Automne qui faisait tout ça, donc je la remercie à l'infini. Et vous pouvez la remercier parce que vous n'auriez pas toutes ces vidéos si elle n'avait pas été là. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Ça veut dire que quelle va être l'évolution maintenant des vidéos sur YouTube, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Voilà, on verra. Euh, Donc c'est le deuxième hiver que moi je fais ici actuellement à la Tiny. Et quand je réalise ce qu'on avait fait l'année dernière avec Automne, on était des malades. C'est-à-dire que on vit en van depuis. Alors, on allait assez régulièrement chez nos parents ou chez des amis parce que moi, je donne cours à Lyon. Donc, on passait chez les parents d'Automne, peut-être une semaine sur deux, une semaine sur trois. Mais voilà, ça fait un an que je suis en van. Et l'hiver dernier, on l'a passé beaucoup, beaucoup dans le van. On n'avait pas un pet de chaleur. Jamais. Dans une journée, on avait zéro moment de chaleur. C'est-à-dire que dans le van, il n'y avait pas de chauffage. Quand on dormait, il faisait froid. Quand on se réveillait, il faisait froid. Quand on roulait pour venir au hangar, il faisait froid. On n'avait même pas de chauffage quand on roulait. On construisait la Tiny, il n'y avait rien, il n'y avait qu'une remorque l'hiver dernier. Donc on était dans le froid. À midi, on mangeait dans le froid. Alors on avait des fois dans la Tiny des copains qui étaient fermés, il y avait un petit radiateur. Donc ça faisait du bien. Donc c'était 10 minutes par jour. Et après on retravaillait dans le froid. Et le soir on partait, on se retrouvait dans le van, il faisait froid, on dormait dans le froid. Bref, un truc de malade. On n'avait jamais de chaud, pas une seule. Enfin, il n'y a pas un moment où tu dis là je vais me recharger, même en roulant. Tu dis je vais me rouler, me poser au spot, on va avoir chaud. Non, ça n'existait même pas. On faisait des feux tout le temps. Dès qu'on se posait le matin, on faisait un feu, le midi un feu, le soir un feu, parce que au bord du van, à côté du van, parce que c'était notre seul moyen d'avoir du chaud. On faisait chauffer des fers en fonte, des pierres qu'on mettait dans le lit. Et là, c'est le deuxième hiver, je suis très fatigué. Je suis très fatigué, le froid là est très dur pour moi, parce que c'est plus la même optique aussi. L'année dernière, voilà, on était tout content, on était un peu foufou, on découvrait tout ça, on l'avait choisi, c'est un confort. Là, de nouveau, je le revis alors que ma maison prend forme et que j'ai envie de vivre dedans, j'ai envie de retrouver du confort et de la routine. Et donc j'avoue que là, le froid me met une grosse claque. Je suis très très fatigué, je suis un peu malade. J'ai des blessures qui s'accumulent parce que je force beaucoup du coup, parce que je veux avancer, parce que mon corps il est fatigué, il dépense beaucoup d'énergie déjà à survivre, j'ai l'impression. Donc j'accumule les blessures qui sont des messages qui disent Geoffrey, oh, je suis ton corps et regarde, calme-toi. Donc voilà, j'essaye d'y faire attention. Mais tout ça pour dire, l'année dernière, franchement, je sais pas comment on a fait pour pas se dire à un moment on est des fous, quoi. Enfin, c'était. Là, aujourd'hui, je suis dans la Tiny, j'ai mis un petit coup de chauffage, il fait bon. J'ai une sécurité. À un moment, je suis fatigué, je me mets dans la Tiny, j'ai chaud. L'hiver dernier, on n'avait pas ça. Voilà, donc c'est assez rigolo de s'en rendre compte. Et en même temps, tout ça, bien sûr que nous, on l'a choisi, hein. Il y a des gens qui vivent là, dans ces conditions-là et qui ne l'ont pas choisi. Ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Tous les hivers, c'est la même chose. C'est horrible. Rien que d'y penser, c'est horrible. Et c'est une grosse pensée pour tous ces gens-là. Et c'est une énorme leçon de prise d'humilité quand toi tu construis ta maison que de vivre dans le froid, sans élec, sans eau, parce que de cuisiner sur un réchaud, quand tu construis ta maison, c'est pas anodin en fait. C'est une prise de conscience que ce confort-là, en fait, il n'est pas acquis pour tout le monde. Il y a des gens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas une maison dans laquelle il y aura du chaud, des plaques à gaz,
une douche chaude. Et donc voilà, c'est une grosse leçon d'humilité. Ça veut dire que là, un nouvel hiver, je suis très fatigué. Je suis vraiment très très fatigué entre la fatigue du froid, la fatigue du chantier, la fatigue des différents projets que j'ai menés en fait en parallèle. Parce que depuis l'année dernière, ça fait même donc 1 an de chantier, ça fait 2 ans en tout sur la Tiny avec la conception papier. En fait, à côté de ça, j'étais prof, je le suis toujours, sur Lyon, et je construis vers Valence. Donc ça demandait énormément d'allers-retours, c'est des cours assez ponctuels, mais en fait j'ai fait énormément d'allers-retours, c'est une organisation, ça coupe tout ton élan dans le chantier. En même temps, il faut que tu aies un moment d'intellectuel où tu puisses te préparer pour tes cours. Donc il y a ça, j'ai écrit un livre sur mon voyage en Colombie. J'ai démarché des éditeurs, j'étais à des salons pour essayer de trouver des trucs. J'ai continué des missions en tant qu'architecte d'intérieur, en tant que graphiste, en tant que j'ai bossé avec un pote maraîcher. Là, je fais maintenant, on m'a commandé mon premier meuble en tant que menuisier, c'était super cool, ça m'a fait beaucoup plaisir, mais c'est du travail en plus. Euh, et puis j'ai pas voulu arrêter des formations, j'ai continué d'essayer d'apprendre des choses, d'aller me former sur plein de sujets différents. J'étais en train d'apprendre une nouvelle langue, j'apprenais le portugais, j'ai appris des instruments de musique, je me suis mis à la guitare, au handpan. Et en fait, là, c'est pas possible, c'est trop, Geoffrey, mec, calme-toi. Et voilà, donc je suis très très fatigué, je suis éclaté, surtout que c'est tous des projets qui m'ont... Là, je donne en fait, c'est des projets où je donne, par exemple, la Tiny en open source, c'est du don vraiment d'un point de vue énergétique, je donne des trucs, je donne. Je dépense aussi de l'argent et il y a moins de temps pour rentrer de l'énergie, il y a moins de temps pour se recharger. Je décharge beaucoup, je ne recharge pas, et donc là j'arrive à un moment où je suis fatigué, je me blesse beaucoup, et voilà, ça a écouté, et il va falloir changer quelque chose. Mais c'est fatigant, voilà, d'avoir été dans ce... Ça arrive d'avoir été dans ce don-là pendant 2 ans, de m'être mis de côté. Je vis aussi dans une certaine précarité, je gagne beaucoup moins d'argent, je gagne peu. Je vis dans le van, c'est des allers-retours, il n'y a pas de chez moi, j'ai pas de chez moi, donc c'est toujours dépendant de quelque chose. Voilà, c'est une situation fatigante, mais que j'ai la chance d'avoir choisi malgré tout. Euh, Et puis en parlant du livre pour la Colombie, il y a quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé ce matin, vous êtes les premiers à qui j'en parle. Du coup, je ne veux plus le faire éditer, je vais l'auto-éditer moi-même, donc j'ai imprimé un prototype, et là ce matin, je l'ai reçu. J'ai reçu le premier prototype du livre, et c'est assez incroyable de voir ça, de voir tout ce travail qui a été réalisé par moi-même, tout seul, et ça fait plaisir. Là, donc c'est le proto, je vais le lire, je vais le corriger, puis on va voir ce que ça va donner pour la suite, et ça redonne de la patate. L'autre chose très fatigante, c'est que je prévois de partir de l'atelier en janvier, et donc je cherche un emplacement, et pareil, c'est une instabilité dans la tête, c'est une insécurité de dire mais où je vais vivre, qui veut bien vouloir de moi. Moi, ça me met dans une situation très difficile parce que je déteste demander, je déteste être dépendant, je déteste aller chercher les gens pour leur demander un effort pour moi, ou en tout cas leur demander un service. C'est horrible pour moi, c'est très dur. Donc c'est aussi un travail personnel, mais euh, là, il faut le faire. Et ça me sort totalement de ma zone de confort. D'aller chez les gens et de leur dire, voilà, en fait, est-ce que, voilà, mon projet, est-ce que ça vous intéresserait? Ah, c'est horrible. Rien que d'y penser, c'est horrible. Et donc, c'est difficile d'être dans cette situation encore là, de demander, quoi. Tu vois, je fais un livre, je demandais si on pouvait l'étudier. Je donne des cours, je demande à des écoles si ça les intéresse. Je m'installe une tiny, je demande si je peux. Soit dans ce truc de j'ai l'impression de quémander, quoi. Et à un moment, j'ai envie de recevoir. Bref, et voilà. Donc il y a aussi une énergie un peu d'impatience, pas d'impatience, mais pas de précipitation non plus, mais voilà, si je veux partir en janvier, si je regarde le temps que je suis à Lyon pour donner cours, je suis pas tant que ça à l'atelier et il faut que ça watt, faut que ça avance et dur de trouver l'équilibre entre mec, tu fais que te blesser, t'as mal partout, t'es fatigué, écoute-toi et à un moment j'ai une échéance qui est que plus tôt je serai parti, mieux je me sentirai parce que je pourrai enfin vivre dans cette tiny sans avoir une vue sur de l'atoll, quoi. Voilà un peu l'énergie du moment. Et puis en parallèle de ça, le matos pour filmer qui tombe en rade petit à petit, hein. On a tout filmé avec nos trucs à nous, une vieille GoPro que j'avais, un téléphone que j'avais acheté pour l'occasion pour que ça puisse filmer un peu mieux. Et en fait, c'est assez dur, voilà, de filmer avec des trucs un peu roots, les batteries elles tiennent pas, les chargeurs ils sont cassés, et en même temps, financièrement, c'est un cercle vicieux, quoi, puisque je travaille moins
pour faire ce projet open source, c'est compliqué d'acheter tout ça. Voilà, là je pense, j'hésite, j'étais pas trop chaud pour faire ça, mais j'hésite à faire une cagnotte en ligne pour participer aux frais de ce qui permet de faire de l'open source, notamment tout ce qui est tournage. Voilà, je sais pas si j'oserais le faire. C'est quelque chose qui me demande beaucoup, encore une fois, toi, ce truc de demander, machin, je me sens pas légitime, mais ça me traverse l'esprit parce que c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Mais il y a une très 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 bonne nouvelle dans tout ça. Une très 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 bonne nouvelle, c'est que j'ai un petit chaton qui m'accompagne maintenant sur le chantier, pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux. Le petit chamoute, comme on l'appelle. Oh là là, je peux pas le réveiller pour la vidéo quand même, mais vous verriez ses petits yeux. Mimi. Oh, il a bougé une oreille. J'ai le droit de le réveiller ou pas? On dit qu'il est réveillé. Mimi, c'est la télé. Et donc voilà, c'est un petit chaton du hangar. Et puis il est super joueur. Il est super attachant, il a plein de poils. Et voilà. Donc il me fait de la compagnie. Voilà, il se met à ronronner. Oh, je t'ai réveillé pour la vidéo, c'est pas gentil. Et ça me fait trop trop de la compagnie. Bon, il est rarement amorphe comme ça. En général, il est plutôt en train de sauter partout, en train de jouer avec tout ce qu'il peut trouver. Notamment le joint d'étanchéité, quand tu es en train de tracer un trait super précis. Voilà. Donc là, c'est en mode sieste, c'est assez rare. Voilà, donc il y a le petit chat, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi, surtout quand Ethan n'est plus là, donc ça me manque. C'est ma chérie, quoi. donc ça fait de la compagnie, une compagnie touchante et attachante. Un petit bébé. Voilà, l'autre chose qui est assez sympa aussi, c'est qu'il y a France 5 qui est passé sur le chantier cette semaine pour une émission sur l'autoconstruction. Donc je sais pas trop ce que ça a donné, je crois que c'est une émission un peu conso, mais c'était cool, ça faisait plaisir aussi, c'est une forme de reconnaissance pour moi et c'était important. C'est important. La Tiny, elle aussi apparue dans un magazine qui s'appelle Regain. Et dans le bouquin Utopia, ceux qui avaient fait un concours Tiny House, et c'est eux que j'avais participé à ce concours-là, au tout début quand j'ai commencé le projet, donc ils ont fait un projet et un livre avec tous les projets du concours. Donc ça fait plaisir d'avoir quelques publications sur le sujet, sur le projet, ça fait de la reconnaissance, et je disais j'étais dans le don de quelque chose, et là ça fait du bien de recevoir aussi ça. Voilà, voilà pour un peu les news mentales. Et ben moi, du coup, comme ça fait un an de chantier, à peu près, un peu moins, j'ai envie de vous faire un petit truc du style quelles sont les leçons que je tire de cette année passée. Alors je me suis fait une petite liste pour pas partir dans tous les sens, je vais parler un petit peu vite parce que pour éviter que la vidéo dure trop long. Et ben moi du coup comme ça fait un an de chantier, à peu près, un peu moins, j'ai envie de vous faire un petit truc du style quelles sont les leçons que je tire de cette année passée. Alors je me suis fait une petite liste pour pas partir dans tous les sens, je vais parler un petit peu vite parce que pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. La première chose, c'est que moi le chantier a été vraiment, le chantier pour moi c'était quelque chose de désagréable. C'est rigolo hein, de dire ça. C'était désagréable, inconfortable. Voilà, c'était très inconfortable pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu fais un truc que tu sais pas faire. Tu vois, t'es pas plombier, t'es pas charpentier, t'es pas peintre. Donc forcément, dès que tu sors de ce que tu sais faire, de ton champ de connaissances, t'es dans ta zone d'inconfort et du coup, c'est inconfortable par définition, en tout cas à mon sens. Donc ça a été très inconfortable pour plein de choses. Mais j'ai identifié un truc qui faisait que le chantier était vraiment inconfortable pour moi. C'était très personnel. Un truc qui faisait que ce chantier-là était ultra exigeant pour moi. Il y a une chose qui faisait que c'était si exigeant, c'était mon impatience. Donc c'est vraiment un projet révélateur de névrose personnelle. Pour d'autres, ça sera le regard de l'autre. Voilà, si à chaque fois que je mets une vis, je pense à celui qui va venir, qui va voir et qui va dire ah c'est pas bien. Il y en a, ce sera voilà, il y a plein de raisons différentes, le perfectionnisme, l'exigence, des problèmes en rapport à l'argent. Moi, c'était l'impatience. J'étais impatient de faire ce tiny, puis de faire un livre sur la Colombie, puis de donner des cours, puis de machin, puis de repartir et de revenir et de faire. J'étais impatient de réaliser tous ces trucs-là. Je voulais pas que ça prenne 1000 ans et ça veut dire que mon projet était un peu une course contre la montre. Et ça le rendait vraiment exigeant. Ça l'a rendu vraiment très dur encore aujourd'hui parce que j'en ai moins profité. Tu vois, c'est comme quand tu vas marcher en montagne pour aller arriver à tel sommet et que tu te dépêches d'arriver à ce sommet-là. Mais en fait, ce qui est kiffant, c'est peut-être de profiter de la rando autant que de l'arrivée, tu vois. Et là, le projet, c'est pareil. Il faut profiter du chantier autant que d'avoir une tiny finie. Déjà, une tiny finie, ça veut dire quoi? Tu vois, quand tu regardes tous les baluchons et les machins qui vendent des tiny, bon, c'est des tiny qui sont finis, voilà, qui doivent être vendus, le mec qui part. Toi, quand tu fais ta tiny pour toi, en vrai, à quel moment c'est vraiment fini? Donc, ouais, c'est l'impatience qui a vraiment rendu, qui a donné du mauvais goût à ce chantier. Alors c'est beaucoup dire, hein, franchement, c'est une éclate ce chantier, c'est une leçon de vie, c'est une étape de vie, mais de malade mental. Mais l'impatience que j'avais l'a rendu souvent désagréable, compliqué, m'a fait faire des erreurs, m'a fait m'énerver.
Voilà, donc voilà, je partage ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Vous verrez, mes conclusions sont toujours très courtes. Plein de fois, je me suis trompé. Alors, c'était première chose, impatience. Deuxième chose, plein de fois, je me suis trompé sur des trucs où un professionnel passe derrière et dit mais non, c'est pas comme ça qu'on fait, il aurait mieux fallu faire comme ça, là, ça va peut-être pas tenir, là, je suis pas serein, machin. Alors, t'as les mecs qui font ça avec pédagogie, qui comprennent que ça va te faire chier si eux te disent ah bah en fait, moi, j'aurais pas fait comme ça, et qui prennent des pincettes, voilà, dans la pédagogie, ils expliquent, dont on n'a rien à foutre. Et, et c'est chiant, quoi, de réaliser que tu as fait des conneries, que tu as fait une erreur, ou que tu as fait d'une façon que c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que tu mets du cœur, parce que tu passes du temps, parce qu'en fait, tu te fais un truc énorme, tu fais une maison quand même. Et des fois, il y a un petit truc avec la fatigue qui dit putain, je fais une maison et je suis même pas foutu de la faire correctement, de la faire parfaitement étanche à l'air, d'avoir fait un super joint de silicone dans ma douche. Euh, D'avoir anticipé tel problème et ça fout la mort parce que tu mets du cœur donc forcément bah, tu as une émotion qui s'emballe et puis parce que tu dis c'est une baraque, il y a des fois je me disais mais putain tu sais, je me casse le cul, ça se trouve dans 5 ans elle va prendre la flotte ma maison parce que je l'ai mal fait, parce que je sais pas faire, je suis pas professionnel, j'ai pas les compétences, bref. Quand tu es fatigué, quand tu es dans des projets aussi importants, bah, à chaque petite fatigue le doute s'immisce dans des failles toi, qui sont créées. Donc à un moment, voilà, je vous le dis, si vous êtes dans n'importe quel projet, vous êtes obligé de vous tromper. Il y a pas de, on ne peut pas réussir sans se tromper. Pour faire un beau dessin, on a fait peut-être 10 croquis avant. Quand un bébé apprend à marcher, il ne se lève pas du premier coup. Et bah là, c'est pareil, bien sûr qu'on va se tromper. Bien sûr que plein de fois, on va fendre notre bois parce qu'on a la flemme de pré-percer. Bien sûr que plein de fois, on va, on va niquer la peinture qu'on vient de faire parce qu'on n'a pas voulu attendre pour la deuxième couche le temps qui était indiqué sur le pot. Parce que et voilà, et puis on va refaire, et ça nous prend du temps, ça va peut-être nous saouler encore plus, mais en fait, les erreurs qu'on fait, on les fera plus jamais. Parce que ça y est, elles sont faites, elles sont acquises. La connaissance, c'est un truc qu'on a pour toujours. On peut pas nous le voler, on peut pas le perdre. C'est pour toujours. Voilà, donc on peut pas faire sans se tromper quand on fait quelque chose de nouveau. Si on fait sans se tromper, il y a J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, qui disait on peut pas vivre sans échouer, ou alors en vivant si précautionneusement qu'on ne vit pas en fait. Et voilà, toujours une conclusion très courte pour ma part. Ensuite, troisième élément de réflexion, j'ai passé trop de temps, je pense, sur l'ossature bois. Tu vois, tu commences ton projet, t'es minutieux, t'es là, ta coupe elle doit être parfaite, ça doit s'emboîter bijoux, machin. Alors qu'en fait, on est sur du gros œuvre, quoi. Faut que ça envoie, faut que ça se monte, bam bam, un petit écart de 2 degrés sur une coupe en angle sur 4,5 cm, ça va rien changer. Et, euh, et voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps de minutie, de machin, mais je suis pas sûr de les autres, ils ont fait comment, eux, ils feraient pas comme ça, on va regarder sur internet. Beaucoup de temps sur l'ossature qui n'en valait pas la peine, mais c'est facile à dire après, hein. Bien sûr que si je devais revenir en arrière, je ferais exactement la même chose puisque je ne savais pas. Mais, euh, mais du coup, c'est des éléments qui se voient pas, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment, j'avais envie de bâcler des finitions pour aller vite, tu vois, encore cette impatience, pour finir ce projet-là. Alors que c'est des finitions qui vont se voir, c'est des finitions qui vont te faire plaisir à regarder. Et là, je me suis dit, mais en fait, l'ossature, ça vaut le coup de bombarder sur l'ossature pour ensuite avoir le temps de faire les choses bien derrière, sur de la finition, sur de l'ameublement, sur de la menuiserie et tout. L'autre chose, c'est qu'en me baladant dans le Vercors, je suis tombé sur un charpentier qui faisait de l'accompagnement à l'autoconstruction hors d'eau hors d'air de Tiny House. Et en fait, il m'a dit, en 3 semaines, c'est torché le hors d'eau hors d'air avec nous. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant de faire cette étape-là avec quelqu'un, parce que c'est bon, c'est quand même l'ossature de ta maison. Et puis c'est le truc où ça peut aller super vite. Et tu vas peut-être payer ce mec, mais en même temps, là où tu construis, est-ce que tu payes une loc, est-ce que tu payes des charges, est-ce que tu arrêtes de travailler pour te dégager du temps pour bosser? Bah, le fait de le faire en 3 semaines au lieu de le faire en 4 mois, franchement, je sais pas combien de temps nous on a mis, mais ça peut être super rentable, je pense. Ça peut être super intéressant en tout cas. Et là, tu te poses pas les questions. Et surtout, tu as les vraies réponses tout de suite. Si tu as un professionnel qui est avec toi, qui te dit, bah là, on fera tel angle de cette façon-là, en utilisant la machine à notre manière là, comme ça, c'est bon, la réponse, tu l'as, tu sais faire pour toute la vie, encore une fois. Alors que toi, tout seul, tu sais pas comment faire, tu vas essayer, tu vas te tromper, tu vas pas être sûr, ça se trouve ta technique, c'est pas la meilleure. Et je me suis fait la réflexion, ça aurait pu être vraiment intéressant de faire ça. Accompagné par un professionnel juste pour le hors d'air. Euh, Quatrième chose. Qu'est-ce que j'ai écrit? Trop de temps sur des détails de... Ah ouais, des fois, de l'insatisfaction sur des petits détails minuscules que tu refais des fois, que tu prends du temps à refaire une plaque parce que c'était pas joint à 2 mm près. Et aujourd'hui, je vois plein de petits détails qui me chagrinaient, mais qui ont disparu en fait dans l'immensité du projet en lui-même.
Et c'est rigolo de s'en rendre compte. Il y en a que j'ai refait, je me suis dit putain, j'ai vraiment refait ce truc-là, j'ai pris une demi-journée pour refaire ça. Il y en a que j'ai refait et je suis très content de l'avoir refait. Mais surtout, il y en a plein qui sont pas parfaits et je suis tellement content de ne pas les avoir retouchés parce qu'ils disparaissent dans l'immensité de la maison. Et l'autre chose, c'est que souvent, quand je m'attardais sur un détail qui ne me plaisait pas en termes de perfection, bah, c'est que je pensais aux autres et je pensais pas à moi. Je me dis, ah, mais machin, il va rentrer, il va dire, ah, bah ça, c'est pas parfait, bah, je t'emmerde, voilà. Je le fais pour moi et pour moi, je m'en tape si c'est parfait ou pas. Cinquième truc, on a eu fait quelques chantiers participatifs, alors pas officiels, c'était plutôt des copains, des gens qui m'ont proposé de passer, qui je connaissais pas forcément. De la famille aussi. Et bah pour moi, ça a été très dur. Les chantiers participatifs, ça a été très très dur parce que je me sentais déjà de devoir être efficace avec les gens qui sont là, parce qu'ils sont venus m'aider et j'avais l'impression qu'ils voulaient à tout prix, bah faut que ça avance, tu vois. Alors qu'en fait, la plupart étaient juste très contents de voir l'aventure, de faire visser trois vis, ça leur plaisait. Mais moi, j'avais l'impression que voilà, fallait être là pour avancer, que tout devait être prêt, parfait, voilà, en mode responsable de chantier. Donc déjà, je me mettais une grosse pression par rapport à ça. L'autre chose, c'est que bah, c'est pas mon métier. Moi, je fonctionne énormément à l'intuition et au feeling. Donc, c'était super dur pour moi d'anticiper des choses. De se dire, bah tiens, ce week-end-là, dans 3 semaines, tu viendras, on fera ça. Impossible. Impossible. Donc des fois, j'essayais de garder des trucs pour quand les gens venaient, mais du coup, je repoussais les choses. Donc, donc ça a été assez exigeant ces chantiers participatifs pour moi parce qu'en plus, bah, il y a plein de trucs, tu mets autant de temps à l'expliquer à quelqu'un qu'à le faire toi-même. Donc est-ce que c'est pour aller plus vite? Est-ce que c'est pour être avec les gens? Et puis des fois, ben, il y a plein de trucs que j'ai refait parce qu'on l'a fait vite fait, parce que j'avais peur de m'attarder, de perdre trop de temps avec la personne. J'allais me dire, ah, elle va s'ennuyer et tout, vas-y, faut qu'on envoie, elle est venue pour ça, voilà, faut être présent. Et puis en fait, bah, j'ai un peu bâclé des trucs que j'ai refait derrière parce que j'étais gêné qu'il y ait une personne là. Voilà, après je me suis aperçu qu'en fait j'étais aussi un petit sauvage. J'ai vraiment besoin d'être seul. C'est vraiment de l'introspection, moi quand je bricole, quand je fais ces trucs-là, c'est de la méditation pour moi. Et j'adore être tout seul et faire ça tout seul. Qu'il n'y ait pas de bruit, je mets des fois, mais je mets en fait rarement de la musique en fait. Et il n'y a rien, il y a moi qui vise, qui machine, qui emboîte, et je pense, et je pense. Et ça me fait un bien fou. Et quand il y a du monde, bah c'est pas pareil. Et je suis super content qu'il y ait l'énergie de autant de personnes dans ma tiny. Ça me touche énormément de me remémorer tous ceux qui sont venus. C'est des trop bons moments. Vraiment, je vous envoie de l'amour et des remerciements parce que vous êtes venus peut-être visser 3 vis, monter des murs ou alors peindre. Et je vous aime, quoi. Il y a votre énergie dans ma maison et il y a des petits mots partout dans les murs, sur les isolants, sur des poutres. Il y a des papiers qui sont glissés dans l'ossature avec vos petits mots. Mais c'est génial de pouvoir imaginer ça dans sa maison. Donc merci du fond du cœur. Mais pour moi c'était exigeant, je suis un petit sauvage et en fait je m'aperçois que j'ai besoin d'être seul. Vraiment. Voilà, sixième petit conseil, ne pas mettre trop d'attentes parce que c'est jamais comme on l'aura espéré. Si je veux à tout prix que mon étagère elle soit comme ça, ma maison comme ça, mon élec comme ça, en réalité ça se passera toujours différemment parce qu'il y a trop de possibilités dans la vie, d'opportunités, de statistiques, tu vois, de scénarios possibles pour que ça se passe celui auquel tu as pensé précisément. Ce sera jamais pareil que ce que tu avais pensé exactement. Et donc, il faut lâcher prise un peu sur les attentes et laisser aussi les choses venir. Que ce soit, tiens, ce matin, je vais faire ça, 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 ça. En fait, j'ai fait complètement autre chose. Bah, c'est pas grave. Tiens, je voulais que ça ressemble à ça. Ah, bah, tiens, la couleur, elle est un peu différente. Bah, c'est pas grave. Voilà, lâcher un peu prise sur les attentes. Septième chose, trouver un équilibre entre notre liste de to-do list et notre improvisation, entre les priorités et les envies. Moi, je fonctionne vraiment avec des listes, avec une matrice, je ne sais pas son nom, de qu'est-ce qui est urgent, important, peut-être que certains la connaissent, qui me permettent vraiment à prioriser tout ce que j'ai dans la tête et qui pourrait t'empêcher de dormir le soir. C'est important pour moi. Sauf que quand tu fais quelque chose que tu ne maîtrises pas, comme une tiny, ou quand tu apprends des nouveaux cours, ou tu es dans une nouvelle formation, bah quand tu ne maîtrises pas quelque chose, c'est très dur d'être capable de dire combien de temps ça va te prendre, dans quel ordre on fait les choses, tout ça. Donc, à vouloir faire à tout prix une liste chronologique de qu'est-ce que je fais, quelle semaine, dans quel ordre, moi, ça a quasiment jamais marché parce que je me disais, je vais faire ça, mais en fait, j'ai oublié que pour faire ça, il fallait d'abord finir cet élément qui bloquait lui, il fallait d'abord acheter ça que j'avais pas, et en fait, tout était refait chaque jour, quoi, le programme. Et puis l'autre chose, c'est que tu as ton feeling qui est pas pareil. Là, j'ai plein de choses sur ma liste que je devrais faire en priorité pour partir en janvier, bah, j'en ai pas envie. J'ai envie de faire de la petite étagère, de la petite lumière pour que ça soit cozy, cozy girly. Euh, et, euh,
Et voilà, et en fait, si tu fais des choses que tu n'as pas envie, bah, je pense que tu les fais mal. Tu mets pas de cœur, tu vas le bâcler, tu vas le faire vite. Et puis surtout, toutes les fois que j'ai fait ça, je me suis aperçu que je me foirais. Voilà, et que je refaisais en fait derrière. Donc maintenant, je fais aussi en fonction de ce qui me fait envie, même si c'est pas évident pour le cerveau de se dire c'est pas la priorité, ben tant pis. La liste, je pense qu'elle est importante. Toi, si tu es vraiment en total impro, voilà, c'est peut-être un peu borderline. La liste, je pense qu'elle est importante pour cadrer. Les objectifs, ils sont importants pour cadrer. Pour moi, c'est important, si je dois faire une pièce de bois, de me dire je vais faire ça, 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 ça pour arriver à ma pièce de bois. Ça m'évite de partir dans tous les sens, pas être efficace et tout. Mais voilà, il ne faut pas non plus s'y attacher de manière trop rigoureusement, je pense. Allez, je crois que. Et ben voilà, en fait, c'était le septième truc que je voulais vous dire. Oh là là, vous voyez mes conclusions, c'est toujours aussi courtes. Voilà, donc j'avais envie de partager un peu ces 7 petits trucs, petites réflexions que je me fais sur le feedback du chantier. En tout cas, la leçon que je pourrais donner, c'est profiter de votre chantier comme d'un élément à part entière et pas comme juste une étape pour arriver à quelque chose de fini. Profitez-en parce que c'est un beau moment, c'est un moment de vie énorme, c'est sûrement inconfortable et fatigant, ça je le sais. Mais en même temps, ce qui est confortable est ce qu'on connaît. Donc, et puis j'admire tous ceux qui sont capables de lâcher prise sur l'inconfort comme ça, sur l'exigence, ça vient brasser plein de névroses de chacun sur notre personnalité, les choses qu'on a à corriger en fait. Certains c'est le perfectionnisme, d'autres c'est l'argent, d'autres c'est le rapport à l'autre, d'autres c'est l'impatience, d'autres c'est le rapport à soi, d'autres c'est... Et voilà, donc c'est des super projets de vie. Moi là, je suis bien éclaté ma race, hein, je pense que ça s'entend à ma voix. Je suis vraiment éclaté, je douille vraiment grave. Là, la semaine prochaine, je donne une semaine de cours intensifs. Ça m'éclate, hein, j'adore faire ce que je fais, mais ça va me canner. Et en fait, il n'y a pas un moment où je me recherche vraiment, j'ai du mal à dire oh tiens là je fais rien. Donc ça c'est pareil, une autre leçon de cette tiny. J'ai hâte de sortir, j'ai hâte de me poser dedans, de rien foutre, de chiller auprès du feu dans mon hamac sous le Velux. Mais en fait c'est un marathon, c'est-à-dire que bah, là on est encore une fois sur une étape fatigante. Il y a des phases d'euphorie et des phases de grande fatigue. Des fois en 1 heure, hein, vraiment en 1 heure, il y en a qui me disent ouais il y a un jour comme ça, un jour comme ça. Ah non, des fois c'est 1 heure comme ça, 1 heure comme ça. Grosse fatigue, mais aussi grosse excitation d'avancer, parce que quand tu vois des étagères se poser, ça fait plaisir grave. Et voilà, on avance. Mais c'est vraiment un truc de marathon de... Oui, à un moment il faut se reposer, mais en même temps, dans pas longtemps tu devrais pouvoir sortir, et pour pouvoir sortir, il faut que tu te manies un peu le fion maintenant aussi. Voilà, c'est les derniers kilomètres, c'est les plus durs. Voilà, tu en as fait 99 sur 100, bah, tu vas pas t'arrêter maintenant, tu y vas, tu boites un petit peu, voilà, tu as un point de côté. Mais par contre, dans 1 kilomètre, ben, c'est quoi, c'est fini, tu l'as fait. Voilà pour l'état actuel des choses. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je crois que je vais faire une grosse sieste avec Chamout. Oh, le petit Mimi. Et puis suivez-nous sur les réseaux parce que YouTube, bah, c'est un peu compliqué de publier sur YouTube. Mais suivez-nous bien sur Facebook, Instagram. On essaye de publier régulièrement, tous les jours, un petit peu ce qui se passe sur la Tiny. Allez, gros bisous.